Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Déborah Hamon, une experte en publicité Google Ads et fondatrice de DBH Marketing. Après une décennie d'expérience dans des grandes agences marketing en France et au Canada, Déborah a lancé sa propre agence pour aider les entreprises du secteur du bien-être à maximiser leur croissance grâce à des stratégies publicitaires efficaces et accessibles. À travers sa mission, elle peut contribuer indirectement à promouvoir le bien-être global au quotidien. Je la reçois pour cet épisode afin de démystifier la publicité sur Google. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est vraiment rentable pour un solopreneur d'investir là-dedans? Est-ce qu'il faut devenir un expert ultime pour avoir du succès et pas perdre nos précieux dollars? Ce sont toutes des questions qu'on va adresser ensemble afin de t'aider à y voir plus clair. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Donc, sans plus tarder, officiellement, bonjour Déborah! Bonjour Mélanie, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Je suis vraiment contente parce que en 2 ans, mais 3 ans de podcast, j'ai très peu parlé de publicité sur Google. À quelques occasions, on a parlé avec certains invités de publicité sur Facebook, sur Meta, dans le fond, qui est plus, on dirait, on va dire, dans l'intuition des entrepreneurs quand ils veulent investir en pub en ligne. On dirait que c'est plus intuitif, alors que souvent, on oublie Google et je pense que tes pistes aujourd'hui vont peut-être aider à ouvrir des horizons, on va dire, en termes d'investissement marketing pour, dans le fond, assurer notre croissance comme entrepreneur. Fait que je suis super contente de te recevoir. Oui, merci, c'est certain. Je vais avoir beaucoup de choses à dire. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je l'ai dit en introduction, 10 ans d'expérience en agence. Mon Dieu, j'ai envie que tu me parles un petit peu de ce parcours-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté ce milieu-là pour créer finalement ta propre agence? Ça a été quoi le déclencheur pour toi? Oui, alors c'est vrai que 10 ans en agence, on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai adoré travailler en agence dans le sens où c'est extrêmement formateur parce qu'on travaille avec beaucoup de clients. On a les budgets aussi qui sont derrière pour réaliser des grandes choses. On a les budgets publicitaires. On apprend aussi de notre équipe. À l'interne, on est tous des experts en marketing, en publicité. Si on a un doute, on peut toujours brainstormer aussi. Donc, extrêmement formateur. C'est vraiment les expériences les plus formatrices que j'ai pu vivre. Mais il y a le côté un peu très vite usine à gaz, justement. Et la pression d'avoir une 50aine de clients sous son aile, c'est parfois intense. Et en fait, ce qui me dérangeait, c'est que moi, j'aime beaucoup le contact humain. J'aime être là pour mes clients. Et quand on fait de la masse comme ça, t'as beau être mettre toute ton énergie pour être là pour tes clients et avoir un suivi vraiment personnalisé, t'es tellement noyé dans la masse que tu fais des erreurs ou des choses que tu n'aurais pas fait, en fait, à la base. Donc, moi, j'ai été très frustrée de ça. Et puis, au-delà de ça, même si j'ai eu vraiment des clients très intéressants, j'avais ce désir, en fait, au fond de moi qui est monté, d'aller chercher une clientèle qui me parle vraiment, que j'ai envie de promouvoir, que j'ai envie de défendre en fait leur mission aussi, leurs valeurs, en fait pour donner encore plus de sens, parce qu'il y a le côté un peu publicité qui peut devenir un peu, tu sais, au bout de 10 ans, gérer des campagnes Google Ads, même si les clients changent, le métier évolue, les choses évoluent tout le temps, il y a quand même une lassitude, en tout cas j'en ressentais une, et j'avais besoin de donner du sens en fait à tout ça, et de créer quelque chose, donc ça a été, je pense, progressif, et je sais pas si c'est le hasard ou pas, mais Covid, année 2020, on se remet tous en cause, tous en question. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à partir vraiment en tant que freelance pour se dire, bon,
je tente ma chance, qu'est-ce qui va se passer? J'essaye tranquillement et c'est là que tout a commencé. Mais je pense que ça a été tout un processus, en fait, des frustrations d'année en année. Et là, j'avais besoin de créer ma propre agence à mon image pour avoir un rapport très personnalisé, en fait, avec les clients et avec des clients auxquels je crois surtout. Donc, c'est venu comme ça, ouais. Mais ça m'amène une question qui était comme pas prévue, mais la pandémie, penses-tu que ça a été difficile pour les agences ou au contraire, ça a été, on va dire, payant? Ouais. Alors, écoute, je pense que ça a été très payant malgré tout. Alors, il y a le côté pandémie, coupure de budget, quand ça allait pas bien, etc. C'est Au sûr que ça a début, été une ouais. réalité. Mais la réalité aussi, c'est que tous les gens qui étaient confinés se sont mis à surconsommer Internet. Ils étaient présents. Donc, en fait, d'un point de vue publicitaire, il y a eu des très, très belles périodes parce que la demande était là. Les gens avaient que ça à faire de... C'est de Ben passer leur temps oui. sur le web, d'être actifs sur les publicités, de consommer aussi. Donc, je te dirais que ça dépend des secteurs, de plein de choses, mais il y a eu quand même des belles choses qui se sont vues en publicité parce que les personnes étaient vraiment très connectées. Donc, ça, c'est Sans vrai. parler de tout l'effort tu sais, des gouvernements pour soutenir les entreprises. Fait que je pense qu'il y avait Exact. du budget à investir justement dans les C'est ça. campagnes malgré tout. Fait que, OK, c'est intéressant. Puis, moi, j'ai envie de te demander aussi pourquoi Google? Tu sais, tu me dis expérience en agence, aussi en Google Ads. Qu'est-ce qui t'attire ou on va dire, qui t'excite, entre guillemets, le plus avec cette forme de publicité en ligne? Oui, bah en fait, moi, ma première expérience professionnelle en sortant de l'école, je suis entrée dans une agence et j'avais deux personnes qui étaient spécialistes Google Ads et d'autres leviers aussi publicitaires, mais j'étais vraiment appelée pour être sur ce levier-là. Et en fait, j'ai tout appris par moi-même avec ces personnes-là. J'ai acheté des livres, je me suis plongée dedans et en fait, j'ai adoré voir l'envers du décor et cet aspect un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais des choses qu'on suspecte pas. Tu sais, on fait tous des recherches Google, on sait pas du tout Mhm. comment ça marche derrière, qu'il y a des enchères, que c'est un peu comme la bourse, tu sais, en temps réel où tu achètes des mots-clés, il y a des enchères, etc. Donc j'ai vraiment, c'est un aspect que j'ai aimé en fait voir tout ce que les personnes ne voient pas. J'ai vraiment eu l'impression de découvrir un monde parallèle. Finalement, un monde aussi un peu mathématique, finalement. Pourtant, je suis quelqu'un qui est plus dans la rédaction, plus dans l'inspirationnel, etc. Mais j'ai trouvé ça très, très intéressant de voir l'envers du décor et comment mener des campagnes Google Ads, tout cet univers numérique. Je sais pas, ça m'a vraiment passionnée. Et le fait d'apprendre tout de A à Z, j'ai vraiment aimé ça, puis ça m'a pas quitté. Donc, même Mhm. si j'ai fait pendant 10 ans aussi du Facebook Ads et j'en fais encore aussi pour mes clients, je communique pas dessus parce que j'ai eu cette volonté de me nicher dans ce que je préférais. Google, ça restera mon petit dada en fait, tout simplement. Hmm. Super important ce que tu viens de dire. Je veux juste comme appuyer là-dessus. Tu sais, Mhm. c'est pas parce qu'on parle pas d'un service qu'on fait dans le backstore, j'ai envie de dire, que ça Oui, existe pas. Fait que des fois, les gens ont une réticence à se nicher parce qu'ils pensent que ben là, je vais dire non à des clients ou c'est je ça. vais. Mais je voulais juste souligner au Tu passage ce que fais tu bien. venais de dire. Je pense que c'est comme une notion super importante, tu sais. Ouais, puis C'est pas ça a dire été non. payant. Ouais, c'est ça, Mhm. ça a été payant de me... Je pense que c'était la bonne stratégie, c'est que je voulais que on pense Déborah, on pense Google Ads. C'est ce Mhm. qui a fait que mon succès a été grandissant comme ça et ça m'empêche pas, tu vois, que j'ai des demandes de Facebook Ads. Puis c'est complémentaire, on pourra en parler aussi, c'est complémentaire à Google Ads. Donc finalement, il y a comme des stratégies à mettre en place entre les deux qui sont très intéressantes quand les budgets le permettent aussi, là, c'est certain. Ben oui, tout à fait. C'est comme deux canaux super Ouais, intéressants d'acquisition c'est ça. de clients. Puis justement, tu sais, le fait aussi de te spécialiser ou d'aller vers une clientèle qui est dans le bien-être ou le mieux-être, là, peu importe comment on Mhm. l'appelle, je trouve ça intéressant parce que c'est typiquement souvent des clientèles qui vont pas nécessairement penser d'emblée à se tourner vers Google. Tu sais, on pense, en fait, moi, ma première pensée quand je pense à Google, je vais d'abord avoir en tête des commerces de proximité ou, tu Mhm. sais, qui ont un lieu physique pour soit des services ou même des boutiques en ligne. Mais je vais très peu penser, par exemple, justement, à par exemple, des coachs ou des consultants ou des gens qui vont œuvrer nécessairement en ligne. Donc, selon toi, est-ce que les campagnes Google Ads sont à la portée, j'ai envie de dire, de toutes les entreprises ou de tous les secteurs? Comment toi, tu arrives à tracer finalement la ligne de oui, c'est intéressant pour toi ou non, ce Ouais. l'est pas?
Oui, c'est ça. Bah, c'est sûr que Google, n'a pas comme de frontières parce que c'est basé sur Mhm. l'intention de recherche. Donc, dès lors que les gens cherchent un mot-clé sur Google, que ce soit dans un petit périmètre ou un grand, c'est sûr que si tu es dans un petit périmètre, ça va t'exposer à un nombre de personnes plus restreint. Si tu Oui. cibles tout le Québec, forcément, il va y avoir plus de requêtes. Donc, c'est un peu mathématique. Mais c'est sûr que dimension locale, c'est hyper intéressant parce que justement, tu fais une campagne ciblée dans une plus petite zone. Ça va t'exposer à des coûts qui sont moindres aussi. Ça, c'est intéressant. Donc, j'aime beaucoup faire des campagnes hyper spécifiques locales. Mais on a la chance aussi, quand on a une entreprise en ligne, de pas avoir de frontières. Il n'y a pas d'aspect de livraison, etc. Donc, on peut viser n'importe où. Mais comme je disais, viser large et n'importe où, c'est aussi s'exposer à beaucoup de clics et à un gros budget. Oui, c'est ça, j'allais dire, ça doit Donc, coûter cher de viser le Québec au exactement, ça complet. peut coûter cher. Donc, des fois, même si on n'a pas cet aspect local qui est important, on va quand même choisir un endroit pour essayer de limiter les coûts. Mais je te dirais que, tu sais, pour décider, oui, il y a du potentiel ou pas, déjà, moi, c'est de partir de la demande. Est-ce que le mot-clé est recherché? Est-ce que les gens cherchent ton produit ou ton service? Et c'est la première des choses. Vérifier que les gens cherchent les mots-clés qui t'intéressent. Peut-être trouver aussi des mots-clés secondaires auxquels on ne pense pas, parce que des fois, notre cible, elle utilise des mots Mhm. auxquels on n'avait pas pensé. Donc, c'est ça aussi qu'il faut aller Dans son vérifier. langage, ouais. Exactement, dans ses propres mots. Donc déjà, c'est d'aller vérifier ça. Est-ce que les gens cherchent ton service ou ton produit sur Google? Après, moi, je fais le parallèle aussi avec la situation de l'entrepreneur qui veut payer des publicités sur Google Ads. C'est est-ce que déjà, il vend déjà en organique? Est-ce que ses produits, ses services se vendent auprès de sa cible? Est-ce que c'est validé? Est-ce qu'il vit convenablement sans la publicité, quoi? Vérifier qu'il n'a pas besoin de la publicité pour que ça fonctionne. Et là, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la publicité va maximiser ce qui fonctionne déjà. Ça va pas être une baguette magique. Si ton entreprise va pas bien, tes offres se vendent pas bien en organique, ne commence pas de la publicité en pensant que ça va te sauver. Tu sais, c'est vraiment ce qu'il faut penser. Et donc, lié à ça, il faut regarder justement l'offre, la landing page. Est-ce que ton site web est de qualité? Est-ce que tu as des pages de destination de qualité pour la publicité qui favorisent la prise de contact, qui parle à ta cible, tu vois, tout ça, c'est hyper important parce que si les mots-clés sont recherchés, mais que l'entrepreneur en face, il a un site web qui est vraiment pas de bonne qualité, qui est pas pensé responsive aussi pour sa cible, il n'utilise pas les bons termes, etc., etc., ça va être compliqué en fait de faire des performances. Donc il faut valider le besoin, enfin la demande en fait sur Google Ads, sur Google pardon. Est-ce que les gens cherchent, est-ce qu'il y a de l'intérêt, est-ce que tu as une solution à lui apporter, puis si tu as une solution à lui apporter, est-ce que tu la présentes bien avec une page digne de ce nom en fait. Donc ce serait Tellement un élément important c'est que tu ça. apportes parce que même en publicité Facebook ou tu sais, même en général, tu sais, si tu veux amener du trafic, le lien de la page d'atterrissage est tellement important. Puis Mais oui. je me souviens dans le temps, là, je dis dans le temps, ça a l'air d'être là longtemps, mais tu sais, il y avait, je sais pas si tu connais Olivier Lambert, Mhm. Ouais. qui avait parlé en premier, là, pas mal au Québec, là, un peu le gourou de la pub Oui, Facebook. Puis c'est là qu'il expliquait, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui payaient, que ce soit sur Google ou Facebook, en fait, de la publicité, puis qui amenaient le trafic, exemple, sur le site web, mais comme la page d'accueil. Fait que là, exact. tu as payé de l'argent pour que les gens viennent sur ton site web, mais tu les as pas amenés à destination parce que, tu sais, s'ils ont cliqué, il y avait une raison. Mais oui. Certainement pas pour atterrir sur la page d'accueil. Fait que c'est super important ce que tu amènes parce que payer, oui, mais tu vas en faire quoi de ces gens qui vont cliquer, là, tu sais? Exactement, oui. C'est... Sur la homepage, il y a une multitude d'options pour eux. Donc, s'ils cherchaient, je prends un exemple, une robe rouge, tu arrives sur la page d'une homepage d'un e-commerce en ligne avec toutes les robes, des pantalons, des shorts, tu sais, tu risques Toutes de les couleurs. partir. Voilà, si par contre, si tu arrives sur une landing page avec toutes les robes rouges, c'est vraiment pour imager là, Mhm. bah forcément, la conversion, elle a plus de chances d'avoir lieu parce que tu présentes exactement le produit recherché là. C'est hyper important. Ouais. Exact. Donc, est-ce que, selon toi, il y a une catégorie d'entreprises pour lesquelles tu leur dirais, hey, ben, sais-tu, je pense que Google Ads, ça t'apportera pas de résultats. Hmm. Ou non. Je sais pas dire s'il y a une catégorie, mais c'est vrai que pour certains services, parfois, tu sais, B2B, B2C, les deux ont leur place. Je travaille vraiment avec les deux. Par contre, parfois, la solution ou le type de clientèle, tu sais, quand c'est très justement dans le business ou que ça va être des personnes particulières dans l'entreprise,
qui vont chercher un service ou un professionnel, jamais ils vont taper ça sur Google. Tu sais, ça va être plus du bouche à oreille ou sur d'autres médias ou dans le réseau. Il y a des choses, c'est extrêmement sur le réseau et jamais ils vont taper ça sur Google. Donc, je reviens finalement au point initial. Est-ce que c'est recherché ou pas? C'est ça la question, en fait. Peu importe le secteur, on va vérifier que ta cible, elle lui arrive en fait de chercher ta solution sur un moteur de recherche ou pas. Des fois, c'est pas du tout dans les pratiques en fait de chercher un type de service particulier sur Google. C'est un excellent point. Je te dirais même, dans le passé, tu sais, j'accompagnais un client dans une campagne Google Ads où on collaborait avec une agence. Là. Je ne gérais pas ce volet-là, mais ce qui était difficile, c'est que ce client-là était dans le domaine industriel, oui, dans le B2B, mais tu sais, ce qu'il vendait, des machineries, genre, c'est quelque chose qui requiert un processus d'achat qui est long. C'est-à-dire que tu passes par des processus d'approbation. Tu sais, par exemple, ils vendaient à des villes, des municipalités, des grandes entreprises. Donc, oui, quand la personne va chercher, par exemple, ce type d'équipement, ben il veut atterrir à la bonne place pour trouver les informations, les brochures, les infos et tout ça. Mais il y a comme cette incapacité de relier nécessairement la vente directement au budget Google, ce qui fait que c'est dur à vendre à ces entreprises-là que hey, ça pourrait t'aider, tu sais, parce qu'on est comme dans le plus notoriété là, à ce moment-là. Exact. Oui, bah le parcours, la longueur du parcours d'achat est hyper, le lifetime value là, du client est hyper importante parce qu'effectivement, tu as des délais de décision qui sont plus ou moins importants, plus ou moins longs. Et en fait, on a des fenêtres d'attribution où en fait, on est capable de traquer la conversion et de la relier à Google Ads qui sont parfois de 30 jours. Donc, si ça dépasse, on loupe cette information. Quoi qu'il y a des moyens en fait de mesurer cette attribution, de voir dans Analytics par exemple si le premier canal effectivement a été Google, mais derrière il est peut-être passé par de l'organique plus tard ou du Facebook Ads. Tu sais, Facebook, Google a joué un rôle à la base, il a été le premier point de contact qui a généré c'est ça. Donc il y a des moyens quand même finalement de rattacher un peu toutes ces données puis de dire Google a participé même si ça n'a pas converti juste après le clic. Donc ça c'est sûr, c'est une réalité qui est importante. C'est génial que tu en parles parce que on est dans un niveau un peu plus avancé là de Google Ads. Ouais, j'ai sauté vite, hein? C'est ça, mais c'est parfait, c'est hyper important et je sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais je pense par exemple à des gens qui vendent des formations ou des services à des organisations plus grandes, tu sais, qui ont comme encore là un processus qui est plus lent d'approbation et d'achat. Exactement, ouais, cette fenêtre-là est hyper importante. Puis c'est vrai que comme tu le mentionnais tout à l'heure, ces entreprises-là, elles vont aussi plus aborder leur budget Google Ads comme de la notoriété. Parce qu'elles vont se faire connaître. Par exemple, j'avais un client qui faisait des bâtiments en acier, donc complètement industriel. Donc c'est sûr que la génération de leads n'était pas, tu sais, construire un bâtiment à des millions de dollars, tu sais, c'est comme pas... OK, demain je fais ça se décide pas comme ça. Mais au moins, ils se positionnaient, ils étaient numéro 1 pour tout ce qui est construction, bâtiment en acier, construction industrielle, etc. Bah, au moins, ils se plaçaient, ils avaient le monopole. Donc, ça devient un budget qui est plus notoriété. Tu sais que ça participe à toutes tes actions marketing, ça va participer à des générations de leads, mais au moins, c'est comme une présence en continu. Donc, ça dépend aussi de la perception, la perception de la chose, puis la stratégie pour l'entreprise à ce moment-là. Oui, c'est ça, puis du budget total. Puis, tu sais, j'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit plus tôt par rapport au fait, si ton entreprise, par exemple, fonctionne pas très bien, c'est peut-être pas le temps d'investir massivement sur Google. Mais en même temps, la question qui m'est montée, c'est, admettons que je décide de devenir plombière et que je veux bâtir ma crédibilité puis avoir mes premiers clients, ça pourrait être quand même une bonne stratégie, comme je suis géolocalisée, dans un périmètre, local, merci, ben de dire, OK, ben moi, je vais sortir genre plombière, tu sais, Saint-Jean, par exemple. C'est certain, tu sais, dans ces cas de figure-là, c'est tellement précis. Puis le besoin est tellement... Tu sais, quelqu'un qui cherche un plombier, souvent, c'est urgent en plus. Donc, ça s'y prête. Tu sais, ce que j'ai dit tout à l'heure, peut être plus intéressant dans des cas très spécifiques comme ça. Mais c'est sûr que, par contre, il faut les ressources budgétaires. Tu sais, si tu t'es lancé, tant mieux si tu avais des fonds avant pour investir, justement. Et en fait, je peux peut-être rentrer dans ce sujet-là qui est très... lié en fait à ce qu'on dit, c'est le budget Google Ads. Je sais pas si tu veux qu'on aille dans cette voie-là. Oui, on y va. c'est la préoccupation numéro 1, je pense. C'est ça, parce que imaginons que tu débutes, il faut quand même une belle enveloppe budgétaire dans le sens où
je vais y aller étape par étape, c'est que le budget Google Ads, la première chose qui va le définir, c'est, je reviens aux mots-clés, c'est le volume de recherche mensuel de tes mots-clés. Parce que si tu t'exposes à une forte demande, donc beaucoup de recherches, tu t'exposes en définitive à beaucoup de clics. Et donc, comme tu payes pour chaque clic, tu t'exposes à beaucoup de coûts. Donc, tu sais, si tu vises des mots-clés très recherchés, tu t'exposes à beaucoup de clics, donc tu vas avoir un budget plus important. Par contre, quand on fait justement quelque chose de très local, comme on le disait tout à l'heure, tu vises une zone plus restreinte, donc moins de gens. Donc un mot-clé peut devenir finalement un volume de recherche intéressant pour toi. Mais malgré tout, il y a comme une règle un peu universelle, je dirais. C'est dur de dire un montant, c'est minimum, mais quand même, on a une fourchette. Par exemple, moi, je dis souvent entre 500 et 1000 dollars par mois. C'est comme le strict minimum, dépendamment. Tu sais, quelqu'un a... Pour quel genre de volume de recherche, exemple? Ça dépend du coût par clic, en fait. C'est vraiment ça. Par exemple, si tu as un mot-clé qui coûte 2,50 tu vois, 2,50, je le fais en live, 2,50 dollars fois 50 clics. Tu vois, si tu vas avoir 50 clics par jour pour avoir suffisamment de volume, ça te fait déjà 125 par jour. Donc, tu sais, 125 par jour, si tu fais fois 30,4, qui est la moyenne utilisée par Google pour calculer sur un budget mensuel, ça te fait 3800 déjà. Ça monte vite, finalement. Ça monte vite. Donc, finalement, tu sais, il faut trouver les mots-clés qui coûtent le moins cher. C'est ça aussi. Si tu as des mots-clés larges, très recherchés, très concurrentiels aussi, parce que si tu as d'autres entreprises qui achètent les mêmes mots-clés, ça fait monter les enchères mathématiquement. Si tu trouves des mots-clés un peu plus secondaires, parfois même plus qualifiés, parce que acheter robe de mariée, c'est pas la même chose que robe de mariée tout seul. Robe de mariée, ça va être énorme comme recherche. Acheter robe de mariée, voilà, les longues traînes, exactement. Parfois, l'intention de recherche... Donc, acheter, l'intention de recherche, elle est même nommée ici, c'est que la personne, elle veut acheter, elle est prête à l'achat. Donc, ces mots-clés-là vont être beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus intéressants que quelqu'un qui cherche robe de mariée. Ça veut dire quoi, robe de mariée? Tu veux acheter, tu veux voir une inspiration, tu sais, on sait pas. Et ces mots-clés-là, ils sont plus précis, donc moins recherchés. Et bon, après, il peut y avoir la concurrence, c'est ce qu'on va devoir regarder. Mais par exemple, si je reviens à mon 50 clics, si ton mot-clé maintenant vaut 1 dollar, tu sais, ça te fait 50 par jour, déjà c'est plus intéressant, ou tu sais, même 1,5, ça fait 75 dollars par jour. Donc, tu sais, ça dépend vraiment des coûts de tes mots-clés, puis c'est là tout l'intérêt de l'analyse en amont, c'est de voir est-ce que c'est beaucoup recherché, et surtout est-ce que ça coûte cher, puis quel mot-clé on va aller prendre, quel mot-clé on va laisser, parce que c'est bouché, tu feras pas... tu sais, il y a des clients e-commerce qui vont être complètement bouchés sur certains mots-clés parce qu'ils sont face à des Amazon, des eBay, etc., qui ont des énormes budgets, puis tu sais que ça sert à rien de te battre contre eux parce que tu vas griller du budget, tu vas jamais leur passer devant, etc. Donc, faut vraiment aller chercher. C'est ça que j'adore dans Google aussi, c'est d'aller chercher la voie auquel, tu sais, comment on va y aller pour que ça respecte nos coûts, mais que ça nous permette aussi de rejoindre notre cible, en fait, en évitant des gros géants qui sont là à investir des milliers de dollars. Donc, c'est trouver les voies, en fait, les plus intéressantes à ce moment-là, grâce aux mots-clés. Un genre de plan tactique, un peu comme aller à la guerre. C'est ça, aller trouver l'aiguille dans la botte de foin. J'adore ça. Puis, tu sais, moi, ce que j'entends aussi, c'est de choisir un peu sur quelle bataille on veut se battre, pour reprendre mon exemple de guerre. Pourtant, je suis très pacifiste, mais bon. Aussi, de mémoire, je me souviens que dans le portail de gestion, on va dire, des campagnes Google, il y a aussi la notion de ciblage, par exemple, au niveau socio-démographique. Donc, je pourrais dire, oui, OK, par exemple, je veux robe de mariée ou acheter robe de mariée, mais je veux exclure les hommes, je veux un target d'âge, une braquette d'âge et tout ça. Ça, est-ce que ça permet peut-être un petit peu d'ajuster le budget ou pas tant? Ouais, c'est ça, ça peut nettoyer un petit peu ta campagne, c'est de l'affiner. Parce que, en fait, tu peux pas, en fait, de prime abord, c'est pas comme Facebook, tu vas pas cibler, par exemple, les hommes de 30 à 45 ans qui ont ce type d'intérêt, etc. Tu vises un mot-clé. Donc, dès lors que la personne cherche ton service, que ce soit un homme ou une femme ou quel est tel âge, on s'en fout, il a cherché ton produit, ton service. C'est le ciblage de base. Sauf qu'une fois que ta campagne est lancée, tu vas l'optimiser, tu vas l'affiner parce qu'effectivement, c'est là où tu vas avoir accès au tableau de données sur les audiences. Puis c'est là où tu vas avoir les données démographiques, etc. Puis tu vas voir ton budget dépensé dans un tableau, en fait, avec toutes les données sur les femmes, les hommes, les différents âges. Et là, tu vas exclure, en fait. Donc, tu exclus après pour nettoyer, affiner au fur et à mesure. Et c'est la même chose pour plein de paramètres de la campagne. Une fois qu'elle tourne, quand tu as sélectionné, tu vois, tes mots-clés, etc., tu vas analyser ce qu'on appelle les termes de recherche. C'est les mots-clés
qui sont presque similaires en fait aux mots-clés que tu as achetés, mais ce sont ceux qui ont tapé les utilisateurs et qui ont fait apparaître ton annonce. Puis des fois, c'est des petites variantes que tu veux pas. Genre, imagine formation Google Ads. Ma formation, par exemple, moi, elle est payante. Si je fais une campagne formation Google Ads, je vais dans les termes de recherche, puis je vois qu'il y a un mot qui est quelqu'un a tapé formation Google Ads gratuite. Je vais exclure le mot-clé gratuit. Mais ça, on essaye de le penser en amont pour pas dépenser de l'argent sur du gratuit si je vends quelque chose de payant. Mais c'est vraiment de l'affinage, de l'optimisation pour, j'aime bien ce terme, c'est très parlant, c'est qualifier. Qualifier ton trafic, d'être sûr d'aller chercher les bonnes personnes, qualifier ton audience, qualifier ta campagne pour être sûr d'aller chercher les bonnes personnes et de pas dépenser. Tu sais, des fois, tu vois, genre, $2 dépensés sur un mot-clé que tu voulais pas. Tu dis, bon, c'est pas grave, c'est $2. Mais sur un mois, sur 6 mois, ça peut faire beaucoup de coups. C'est ça, faut suivre de près un peu les choix de Google. Puis tu sais, tu parles de recherche, de termes de recherche qui sont intéressants à se positionner. Moi, ça m'éveille tout de suite le parallèle avec le fameux SEO, là, le référencement naturel. Et ma première question pour toi, si, mettons, un entrepreneur qui nous écoute a, je sais pas, un budget de 2 000 $, est-ce que, selon toi, la priorité serait de soigner le référencement naturel en premier ou d'investir dans la publicité Google? Est-ce que, mettons qu'on a à faire un choix, là, ça serait quoi le choix difficile? Écoute, s'il faut faire une vision long terme, pérennité du business, etc., tu viens de démarrer, je mettrais le 2 000 $ peut-être dans le SEO pour te dire, OK, mon site est clean, il est optimisé pour le SEO pour déjà, de base, sortir au bon endroit. Ça, c'est une chose. Si tu vas améliorer ce qu'on appelle tes métadescriptions, tes métatitres, tu vas t'assurer que tu as les bons contenus, que tu cibles les bons mots-clés avec ton site web. Parce que le SEO... Tu sais, d'abord, t'as le contenu, en fait, donc tu vas sortir sur les bons mots, mais t'as aussi l'aspect qualité du site web, expérience utilisateur, etc. Puis après, le troisième levier, c'est la notoriété. Est-ce que t'es référencé? Est-ce qu'il y a d'autres sites de forte notoriété qui te citent, etc. Donc, c'est sûr que tu vas soigner ton site web pour avoir une base bien référencée. Mais je te dirais qu'après, le SEO, si tu veux aller plus loin, il faudrait faire une vraie stratégie de contenu, créer des articles de blog pour cibler des mots-clés particuliers. Enfin, tu sais, on dit c'est gratuit, mais ça va peut-être soit te demander un expert qui va le faire pour toi, ça va être des coûts. C'est loin d'être gratuit. C'est ça va te coûter du temps à toi. C'est rien, c'est loin d'être gratuit. Donc, je te disais, si t'as un 2 000 $, déjà dans l'aspect non récurrent, je te disais, fais ton site clean pour qu'il soit le mieux référencé possible. T'as ton site vitrine, c'est, imaginons, la base. Parce que Google Ads, oui, tu pourrais avoir 2 000 $ à dépenser, mais ce qui me chagrinerait, c'est qu'il faut voir... Enfin, en fait, ce serait parfait, tu sais, pour un test, mais j'aime bien aussi que l'entrepreneur prévoit de le faire sur le long terme pour avoir, tu sais... Une récurrence. Une récurrence, parce qu'au départ... C'est sûr qu'il faut y aller étape par étape. Tu vas tester, tu vas lancer ta campagne. Moi, je recommande un délai minimum de 3 mois de campagne pour avoir le temps justement de récolter de la data, d'affiner la data. Puis le 3e mois, tu dépenses 100% de ton budget dans un périmètre qui est extrêmement qualifié parce que tu as eu les 2 mois d'analyse derrière, de tests, d'optimisation. Tu sais, donc, tu arrives vraiment dans quelque chose de très, très qualifié. Puis Google, faut pas le voir comme... c'est un peu plus Facebook qui s'y prêterait en fait à ce stade-là. Par exemple, tu as une grosse promotion, une opération là, pendant 3 semaines spéciale. Tu fais hop ton budget sur ton opération. Ça pourrait Google aussi, mais Google, je vois plus comme quelque chose long terme. Tu sais, la demande, elle est là. Tu vas vraiment tirer beaucoup de bénéfices si tu fais ça sur du long terme. Parce que l'algorithme aussi va apprendre, tu vas monter en notoriété aux yeux de Google, tu vas baisser tes coûts d'acquisition au fur et à mesure, tes CPC vont baisser parce que Google va voir que tu fais du bon travail, tu as des bons taux de clics, tu vas monter en position face aux concurrents sans augmenter ton budget parfois en fait, grâce à tout ce travail-là. Donc je le verrais plus dans une vision long terme. Si tu as juste 2 000 $ ponctuellement, je te dirais, soigne ce qu'il y a à soigner dans ton site web, dans d'autres affaires. La fondation, en fait. La fondation de la maison. J'aime ça. Ouais. J'aime ça parce que, tu sais, aussi, il y a au niveau de la stratégie, quand tu arrives sur Google et que tu veux annoncer, en fait, faire de la pub, tu sais, il y a toute la stratégie aussi en amont à réfléchir. Et je me demande, toi, par expérience, est-ce que c'est plus payant pour quelqu'un qui est dans le service, comme ta clientèle cible actuellement, dans le bien-être et tout ça, peut-être aussi dans le produit, là, remarque, mais est-ce qu'il y a plus de facilité à annoncer, en fait,
j'ai envie de dire, une ressource gratuite, tu sais, les fameux freebies ou un cours gratuit, versus directement pousser un lien de vente. Tu sais, parce que sur Mhm. Facebook, on voit la différence. Là. Quelqu'un qui veut dire, moi, je fais de la pub sur Facebook, puis j'emmène directement le trafic sur ma page de vente. Si c'est un petit produit, fine. Si c'est un gros programme, Mhm. ben, il faut que ce soit du trafic qui est quand même réchauffé. Fait que, tu sais, on le travaille différemment. Ouais. Sur Google, qu'est-ce que tu penses Bah, sur des deux Google, méthodes? ouais, sur Google aussi, tu sais, faut faire attention justement au type de mots-clés. Tu peux avoir une campagne avec des mots-clés qui sont plus pour des personnes qui vont manifester l'intention de trouver une ressource, justement, tu sais, Mhm. un outil, quelque chose. Parce que quand c'est de la vente pure, j'ai des clients e-commerce, bah, tu sais, les mots-clés qu'on tape avec justement les variantes acheter, etc., bah, ces personnes-là, en fait, on les filtre, on va dans une intention d'achat, tu sais, on est en bas du tunnel de conversion. Donc, là encore, c'est vraiment l'intention de recherche qui va être différente, puis on va placer un freebie ou une offre d'achat, etc., en fonction de l'intention de recherche de l'utilisateur, des mots-clés qu'on va choisir. Donc, on peut faire des campagnes avec des objectifs différents. C'est dans Google Ads, tu as des objectifs de vente, de lead aussi, de génération de contacts, donc Comme sur Facebook, c'est dans le comme fond. sur Facebook, Oui. exactement. C'est juste que le message va être différent, les mots-clés vont être différents, on va cibler de manière différente grâce aux mots-clés. Donc, il y a cette subtilité du mot-clé qui traduit une intention de recherche. Il faut essayer de déceler où est l'utilisateur dans sa recherche, dans son processus, pour lui présenter la meilleure offre. Donc ça, on peut faire les deux et tu sais, je te dirais pas qu'il y en a un qui marche mieux que l'autre parce que chaque situation est différente aussi et ça dépend aussi du niveau concurrentiel qu'il y a sur Google à ce moment-là quand l'entreprise investit. Donc c'est difficile de dire l'un marche mieux que l'autre parce que moi, en plus, j'ai une diversité de clients qui est là et tu sais, ça marche, il y en a autant pour du lead, etc. Et c'est vrai que la génération de lead, par contre, peut être plus simple dans le sens où si c'est une demande de devis, une inscription, un appel gratuit, bah, tu sais, il n'y a pas d'argent en Ouais. jeu. Donc, forcément, là aussi, c'est plus facile de générer des contacts, plus de Mhm. volume. Mais encore là, on va s'assurer que c'est qualifié, quoi. Ça sert à rien d'envoyer 50 leads par mois s'ils sont comme, tu sais, pas qualifiés. Donc, je te dirais qu'on peut vraiment faire les deux. Il va falloir être subtil dans le choix des mots-clés pour aller cibler le bon entonnoir de conversion, enfin, l'utilisateur qui est au bon endroit dans notre entonnoir de conversion. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, je te parlais du client qui était dans le domaine industriel où c'est assez difficile à la fin de l'année ou du mois ou peu importe de dire OK, mais c'était-tu payant? C'est-à-dire que je sais pas, mon 4000 $ investi pendant tu sais, 4 mois, je sais pas, là, je me souviens plus Mhm. c'était quoi le budget de mémoire, mais tu sais, le budget que j'ai mis, comment je peux faire le lien ou comment je peux m'assurer que ça a été rentable? Puis là, je veux juste faire aussi une parenthèse. Tu sais, dans le temps, là, dans le Mhm. temps des médias traditionnels, on pouvait payer une pleine page dans un journal et on n'avait aucune idée si ça Ouais. nous avait apporté des clients ou, tu sais, on était vraiment dans un peu le néant. Tout ce Ouais. qui est numérique nous amène beaucoup de data. Tu sais, tantôt, tu donnais des termes peut-être plus techniques, là, tu sais, coût par clic, CPC, tout ça. Il y a un ensemble de données auxquelles on a accès dans le portail, que ce soit sur Facebook aussi, puis Oui. dans Google. Comment toi, tu mesures l'efficacité, la rentabilité d'une campagne Ouais. avec tes clients? Oui, alors il y a beaucoup de data à suivre, effectivement. Oui. Puis dépendamment de l'objectif, notoriété, conversion, Mhm. enfin ça dépend, on va pas suivre les mêmes Mesurer. données, c'est Mm. ça, mesurer. Mais déjà, si je prends l'exemple, tu disais plus notoriété, etc., tu sais, c'est un peu comme, on va dire, une pleine page, on n'attend pas d'action très spécifique derrière, ça va un peu dans le vent. Ouais. Bah là, tu sais, déjà, on peut mesurer aujourd'hui la qualité du trafic qu'on va envoyer, parce que aujourd'hui, avec Google Analytics, par exemple, tout le Oui. trafic qui vient sur ton site web, tu as le découpage par source. Donc, est-ce qu'il vient de l'organique, du SEO? Est-ce qu'il vient de Google Ads, de Facebook Ads, de l'email, etc. Tu vois toutes les sources de trafic et tu peux comparer l'engagement. Donc, tu peux voir si, même si c'est une campagne de notoriété, tu attends moins de résultats significatifs en termes de conversion, tu vas voir déjà si au moins, est-ce que le trafic est engagé, combien de pages il regarde sur ton site, combien de temps il reste sur ton site, est-ce que c'est très différent des autres sources de trafic pour voir si tu es en recul ou pas. Donc, Mhm. déjà, tu sais, même quand c'est de la notoriété, on est capable d'analyser ces données, ne serait-ce qu'avec Google Analytics. Puis, aujourd'hui, on est capable aussi d'aller chercher de traquer en fait beaucoup de types de conversions, avec notamment, alors c'est un des outils que je préfère et qui est vraiment excellent pour traquer des conversions, c'est Google Tag Manager.
où Oui. on peut traquer justement un achat, une inscription à un formulaire, le remplissage d'un formulaire, inscription de newsletter, freebie, etc. Et on peut aussi traquer des actions secondaires qui ont comme moins d'importance, mais qui sont tout aussi intéressantes à analyser, comme par exemple le clic sur un bouton. Tu sais, si tu as un bouton, une action qui est spécifique, tu veux voir s'il y a de l'intérêt, est-ce que les gens cliquent à tel endroit. Bah, tu es capable, même si tu n'as pas la conversion attendue, tu es capable de dire, ouais, ma campagne, elle marche quand même. Il y a les gens qui ont cliqué sur ce bouton, ils ont fait cette action. Donc, tu as plein de données, en fait, d'engagement qui te permettent de te dire, est-ce que mon trafic est qualifié ou pas. Et là, j'en viens à un point important. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, mais tu sais, si tu fais justement la promotion d'un freebie, de quelque chose, t'envoies du trafic là où tu veux l'envoyer, il faut vraiment t'assurer que ton tunnel de vente, ton parcours utilisateur est solide, parce que si Oui. ton tunnel de vente n'est pas optimal, ce trafic-là, tu vas le payer, il va rentrer, mais ça va échouer en fait. Faut savoir déceler en fait aussi. Est-ce que ça ne convertit pas parce que je cible les mauvaises personnes? Est-ce que ça convertit pas parce que c'est mon tunnel qui se casse la figure à un moment donné? Puis ça, on a des Oui. données pour ça, parce que on a Google Analytics, mais aujourd'hui, les entrepreneurs, quand on construit un tunnel de vente, on a peut-être System.io, Kajabi, etc. Enfin, il y a plein d'outils pour construire des pages de vente, des tunnels de vente en ligne. Et là, on a les datas de tout le tunnel de vente. Donc, on peut voir s'il y a une étape, ça décroche ou pas. Enfin, tu vois, il faut Ben vraiment mixer oui. les données pour comprendre vraiment où ça poche. Ouais, même chose, c'est sur les pages d'inscription, par exemple, à des webinaires gratuits ou des outils. Souvent, on va avoir la donnée, OK, il y a combien de gens qui ont vu ta page et c'est quoi le taux de clic, le taux C'est d'inscription, en ça. fait. Puis Ouais. ça nous donne un bon indicateur. Tu sais, si tu as mis beaucoup de trafic, mais rendu à la page d'inscription, les gens n'ont pas le goût de s'inscrire, C'est c'est ça. clairement qu'il y a quelque chose à Exact. optimiser. Puis c'est là où c'est encore plus important de se dire, imaginons ta page d'inscription, tu l'as testée auprès de ta cible, tu sais qu'elle parle bien, tu sais, ton message est le bon. Parce que si tu l'as jamais testé, tu fais de la publicité, t'es pas capable de savoir si c'est ta page web qui est mal montée, est-ce que c'est dans le wording que tu as utilisé, est-ce que tu parles pas bien à ta cible, tu utilises pas les bons mots. Tandis que si tu la vends, si elle performe déjà avant, tu dis, OK, go, ma cible, tu sais, elle comprend le message, elle convertit. C'est le moment d'aller mettre du jus, tu sais, d'aller investir, de maximiser cet effort-là. Si tu la testes pour la première fois en pub, ça va être plus difficile de dire c'est quoi le problème. C'est les gens que je vais chercher, c'est ma page, c'est l'offre, tu sais, on vient à des réflexions qui sont Ouais, cruciales de trop ton de offre données. même, quoi. C'est ça. Mhm. Donc, voilà, c'est C'est comme si important tu de... changes, c'est ça, tu changes plein d'étapes et d'éléments dans ta recette, puis là, C'est ça. ça foire. On sait pas pourquoi le gâteau, C'est il a pas ça, levé finalement. exactement. Donc une fois que ton socle, ta base est bien définie, que ton offre, ta page convertie, tu sais que tu plais à ta cible et que ça Mhm. fonctionne, bah oui, fais du volume, paye pour du trafic, si tu vas maximiser ce qui fonctionne vraiment. Comme ça, si là, il y a que la pub qui marche pas, tu peux te questionner, de se dire, est-ce que je touche vraiment les bonnes personnes? Puis là, il y a plein d'analyses à faire, Mhm. mais au moins, tu peux dire, non, mon offre, elle est bonne, je la vends, les clients sont satisfaits, j'ai du volume. Au moins, tu sais que tu as fait le bon travail, t'es pas hors sujet. Donc, tu peux dire, OK, il faut que je travaille ma pub différemment. C'est déjà très important d'avoir cette distinction-là. Tout Mm. à fait, tout à fait. Puis il y a un élément qui est comme important, je pense que j'ai pas précisé, mais pour les gens qui écouteraient le podcast et qui n'ont pas nécessairement une idée très précise de la publicité Google, ça ressemble à quoi finalement? Parce qu'il y a quelque chose de... Des fois, j'ai j'ai certaines clientes qui vont mélanger un peu comment dire, justement, les sites qui se positionnent bien grâce à l'organique, donc qui ne paient pas pour être dans la Mhm. première place, mais qui l'ont parce que ils ont payé indirectement par d'autres actions, comme on a dit. Ouais. Et finalement, les liens qui sont... c'est quoi le terme là, qu'on voit en Organique? français? Non, non, mais qu'on paye Non? justement, OK, c'est écrit payant, annonce. Je ouais. pense que c'est ça, on Ouais, va le les voir en annonces, ouais. vert, annonce. Puis là, ce sont vraiment des gens qui annoncent, donc qui ont Mhm. payé pour être dans cette position-là. Mais Google, c'est aussi d'autres façons d'annoncer. Là, on n'a pas beaucoup parlé Ouais. ensemble là, jusqu'à maintenant, mais je pense à la pub sur YouTube, par exemple, là, quand on Oui. regarde des vidéos où ils ont, hein, on en a dessus de la pub, là, il y a moyen Ouais. d'annoncer là-dessus. Là, les gens le font, on pourrait éventuellement décider d'y aller. Il y a aussi le AdSense, je sais pas si ça Ouais. s'appelle toujours comme ça, mais sur Mhm. les sites des autres, des fois Oui, on oui, peut oui, dire c'est je encore veux, autre chose, ouais, tu sais, des ouais. fois on veut monétiser, là, je pense à l'exemple, des fois, tu sais, des blogs de potinage et de nouvelles Exact. sensationnalistes
là, ils ont souvent beaucoup de bandes de publicité où, dans le fond, si j'ai bien compris le concept, on dit à Google, voici des espaces, tu peux annoncer Oui. dans ces espaces-là. Qu'est-ce que tu penses de ces autres méthodes-là? Oui, c'est ça. Alors déjà, tu sais, je rebondis sur la dernière chose que tu as dite, le Google AdSense. Et en fait, faut le voir décorrélé de Google Ads parce qu'en fait, c'est tout simplement l'inventaire publicitaire disponible de Google. Donc, en fait, sur des blogs, etc., tu Mhm. peux placer des bannières. Donc, si je suis un acteur, j'ai un blog, j'ai un magazine, etc., je veux monétiser mon audience, je vais me Mhm. brancher à Google AdSense. Je sais pas si ça a changé de nom depuis, mais en tout cas, je le connaissais aussi comme ça. C'est pour ça, c'est vraiment à part. Puis là, tu vas accepter que Google place des bannières de ces annonceurs qui payent Google. En fait, c'est parce que justement, on va venir au format display. Tu peux faire de Oui. la publicité Google Ads en disant je veux du display, je veux afficher mes bannières sur d'autres sites. Par exemple, tu regardes Météo Média, puis là, tu as une bannière pour, je sais pas, un produit, une nouvelle collection, un service, une formation. Tu sais, tu vas avoir une bannière publicitaire. Donc, ces annonceurs-là, ils payent Google Ads pour placer un encart publicitaire sur les sites divers et variés que l'utilisateur va consulter. En fonction du Donc, ciblage, c'est ça c'est qui ça. est un Donc, peu en comme... fait, quand tu es un magazine et que tu te branches à AdSense, tu acceptes que ces formats display-là, ces annonceurs, ils apparaissent sur ton site. Donc, c'est vraiment te brancher à l'inventaire publicitaire. Puis, si les gens cliquent sur l'annonce qui est apparue sur ton site web, bah là, tu as une petite commission qui est pas très élevée, à mon Ça doit, souvenir. ouais. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de clics pour avoir un revenu ou une très grosse audience, justement, Ouais. puis d'avoir des publicités contextualisées qui ont rapport avec l'article de blog. Enfin, il y a vraiment encore, c'est vraiment encore, tu sais, toute Un autre chose. Mais je l'ai vécu en monde. agence aussi, ce monde-là. Mais sinon, dans les formats payants de Google, tu peux effectivement, on a parlé beaucoup de mots-clés. Pourquoi? Parce que je pense que pour nous, entrepreneurs, ce qui est hyper intéressant avec les mots-clés, c'est qu'on part de l'intention de recherche de l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est différent de Facebook où tu balances une publicité sur le fil d'actualité d'une personne qui a comme rien demandé, qui a plein d'informations à droite, à gauche, devant, derrière, en dessous, On etc. dérange les gens, on Tu sais, interrompt il y a leur tellement de consommation. choses que tu pourrais vite la squeezer, tu sais, la publicité, ne pas la voir et tout. Tandis que sur Google, tu prends la parole au moment où l'utilisateur recherche un produit ou un service similaire au tien. Donc c'est hyper qualifié, il est en train de rechercher ton produit ou ton service, donc c'est le meilleur moment pour lui dire coucou, je suis là. Tu sais, c'est extrêmement qualifié. La personne, elle est en recherche, elle attend. En fait, elle veut qu'une chose, c'est te connaître, mais elle te connaît pas encore. Donc, moi, je trouve ça génial, en fait, ce côté-là avec la publicité Google. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup de mots-clés, parce que c'est un format qui est extrêmement qualifié en ce sens-là. Mais après, effectivement, il y a d'autres formats, comme justement le e-commerce. Ça va être super de faire du Google Shopping quand on voit les fiches produits directement Oui. s'afficher dans les résultats de recherche. Parce que là, on a la aime fiche ça. produit, on a le prix, on a les avis parfois. Enfin Ouais. voilà, c'est pour une boutique, c'est parfait. Ça met vraiment en avant. Donc ça, c'est un autre format. Et aussi, on a le format display, donc qui est l'encart publicitaire. Puis là, cet encart-là, le display, c'est vraiment notoriété. Là, c'est plus... Tu sais, on attend moins de retours indirects, de retours On veut être directs vu, court terme. c'est C'est ça. ça. On veut être vu. On va faire un maximum d'efforts pour qualifier quand même les emplacements pour pas être vu sur plein d'applications où il y aurait des clics erronés, où la personne, elle veut jouer à son jeu vidéo, elle s'en fout de la bannière publicitaire, tu vois, on va Ouais. limiter, on va essayer d'aller faire des emplacements qualifiés pour aller toucher la bonne audience malgré tout, mais ça reste de la notoriété, c'est pas le même objectif. Par contre, il y a Ouais. du display en remarketing aussi, qui là, est intéressant, parce que si la personne a visité ton site, a déjà fait un achat, a regardé une certaine page ou certaines fiches produits, si on parle de e-commerce, hop, tu recibles en format display avec un petit code promo sur, sur la thématique qui a été visitée. Bah là, ça fait tout son sens, et là, le format display est beaucoup plus rentable à ce moment-là. Donc, c'est une petite variante, mais ce format-là est très intéressant aussi. C'est juste pas les mêmes objectifs. Comme tu disais tout à l'heure, le format YouTube, bah c'est pareil, c'est de la notoriété. On va essayer d'avoir un maximum de vues, que les vidéos soient pas skippées selon le format de vidéo que tu peux montrer. Il y a des formats skippables, non skippables, etc. Oui. Donc, tu sais, c'est des formats vraiment de notoriété. Donc, en fait, ce qui est vraiment génial, si on part loin dans le Google Ads, c'est ce que j'ai vécu beaucoup plus en agence où il y avait des gros budgets, c'est que tu as un budget, d'une part, notoriété, avec du YouTube, du display, tu as un budget plus conversion, acquisition sur des mots-clés ou sur du remarketing, sur du Google Shopping.
Et en fait, la combinaison de tout fait que ça fonctionne parce qu'on a un mix marketing intéressant avec un pourcentage de budget en notoriété, en acquisition, en reciblage. Et là, il y a tout un écosystème de types de campagnes répartis selon les objectifs, selon les budgets disponibles. Et là, c'est comme, tu sais, toute campagne sert les autres, en fait, au bout d'un moment. Donc, tu travailles tout l'entonnoir de conversion. Mais à l'échelle de quelqu'un qui aurait un budget, une entreprise avec un budget plus limité ou un solopreneur, là, selon toi, couper dans le gras nécessiterait de dire je me concentre sur les mots-clés. C'est ce que tu comprends. Oui, c'est ça. C'est le format, à mon sens, en tout cas, tu sais, puis d'expérience, c'est vraiment le format le plus qualifié. Comme je disais tout à l'heure, l'utilisateur fait une recherche. Puis j'aime toujours venir à la base de Google Ads, c'est quand on a besoin de se recentrer un petit peu. Google Ads, en tout cas avec les mots-clés, la campagne Search, c'est un mot-clé, donc une intention de recherche. Donc, c'est un besoin qui est exprimé par l'utilisateur. Donc, tu as le mot-clé, tu as l'annonce qui est visible, donc ton message, ce que tu vas lui dire quand il va taper le mot-clé, c'est quoi la solution que tu proposes. Puis, tu as la landing page, où est-ce que tu le rediriges une fois qu'il a cliqué. Si tu es cohérent entre ces 3 éléments, c'est une intention de recherche, une annonce, une landing page. Tu sais, si c'est cohérent, là... C'est la recette. C'est la recette. C'est hyper pertinent et c'est pas plus compliqué que ça. Non, c'est ça. Google Ads en search. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est la base, c'est l'essentiel, c'est d'adresser le bon message et de rediriger l'utilisateur là où il a besoin d'être en lui proposant une page qui lui fournit exactement ce dont il a besoin pour qu'il passe à l'action, ça s'arrête là. C'est le plus important. Puis il y a une chose qu'on n'a peut-être pas spécifiée ou du moins on n'a pas appuyé pour être sûr que ce soit compris par celles et ceux qui vont nous écouter, qui supposent c'est un peu du chinois par moment, cette publicité-là sur Google. Quand on affiche finalement, quand on annonce notre lien vers notre offre, ben on va payer seulement si l'utilisateur clique sur le lien, tu sais, versus, par exemple, Facebook ou les campagnes qu'on vient de parler au niveau plus de l'affichage et tout ça. On va payer par rapport au nombre de fois que quelqu'un a vu notre publicité, tandis que c'est différent au niveau de Google. Puis je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que parfois, des fois, même si on voit un lien d'un annonceur, mais qu'on ne clique pas parce que soit on le connaît déjà puis on sait que c'est pas exactement ce qu'on veut, fait qu'on se rend pas, mais le fait d'être quand même visible, c'est une forme de visibilité finalement, un peu comme dans le commerce de détail où des fois on veut avoir des points de vente, pas nécessairement parce qu'on vend beaucoup en points de vente, mais parce qu'on veut l'espace tablette à côté des produits stratégiques qui sont visibles, tu sais, on veut être vu. Penses-tu qu'il y a quelque chose de similaire avec les liens? Tu sais, malgré tout, comme tu disais, si la personne, elle clique pas parce qu'il y avait 2 autres liens concurrents, juste au-dessus, juste en dessous, ou des résultats organiques qui ont attiré l'attention de l'utilisateur plutôt que le nôtre, bah malgré tout, tu sais, il a comme imprimé ta marque ou ton nom à ce moment-là, tu sais, il a vu ton site ressortir, donc même s'il clique pas, bon déjà, tu vas pas payer, mais au moins, t'as affiché. Donc, c'est certain que indirectement, tu travailles ta notoriété parce que tu te positionnes sur certaines thématiques, sur certains mots-clés. Donc, tu travailles quand même ta visibilité dans ce sens-là, tu vois. Et puis, petite parenthèse, pour Facebook Ads, tu peux payer au clic aussi, tu sais, ça dépend le résultat que tu décides. Mais c'est ça, les deux, l'un comme l'autre, finalement, vont travailler. Tu sais, tu peux jamais être que en objectif clic, on va dire, même si dans les paramétrages, oui. Bah, tu affiches à un moment donné, tu sais, donc tu travailles indirectement ta notoriété puisque tu te places sur des thématiques. Donc mais l'enjeu est d'aller chercher les premières positions parce que les taux de clics sont exponentiels dans les premières positions du moteur de recherche. Dès que tu es deuxième, troisième ou plus, bah, le top 3 est quand même très intéressant, mais tout de suite, ça dégringole le taux de clic du marché. Donc, il faut avoir la meilleure qualité de campagne possible pour trouver les meilleures places. Parce qu'il y a quelque chose que je veux spécifier aussi hyper intéressant, c'est que, heureusement, il ne suffit pas de payer pour être numéro 1. Ce serait comme trop facile. Puis, tu sais, des acteurs qui auraient du budget, mais qui feraient de la merde, excusez-moi le terme, ils seraient comme toujours numéro 1. Tu vois? Exact, oui. Donc, heureusement, la qualité est essentielle. Et heureusement, j'arrête pas de le dire, heureusement. Mais Google, son intérêt, c'est qu'on continue d'utiliser son moteur de recherche. Donc, s'il place toujours ceux qui payent le plus sans se soucier s'ils répondent exactement à l'intention de l'utilisateur,
ça fera pas de sens. En fait, les gens vont jamais trouver ce qu'ils recherchent, etc. Donc, le niveau de qualité peut te permettre de passer devant certains concurrents, même si l'enchère sur le mot-clé, parce que quand tu achètes un mot-clé, tu définis ton enchère en disant, je suis prêt à payer un coût par clic maximum, par exemple, de 2 $. Et si ton concurrent a mis un 3 ou 4 $, si toi, ton niveau de qualité est supérieur, tu passeras quand même devant lui, même si ton enchère est inférieure. Et ça, c'est hyper Il y a une intéressant. justice chez Google, ma foi. C'est J'aime ça. ça. J'adore. Donc voilà. Ah, c'est cool. Ben, c'est vrai que, tu sais, ça pourrait être un peu triste que ce soit juste le plus offrant qui Mais oui. accède à toute la place. Ouais, c'est un bon point. Puis je sais pas si ça n'a pas tant de lien nécessairement avec les campagnes pour les entrepreneurs, mais j'ai remarqué récemment que certains liens commandités vont être... Tu sais, par exemple, on cherche un nom de logiciel. Je te donne l'exemple typique qui m'est arrivé quelques fois. Un nom de logiciel, et là, tu sais, il va y avoir évidemment le lien organique, tu sais, juste en dessous des concurrents de ces logiciels-là. Ouais. Puis même des fois, la marque va payer, par exemple, le logiciel va payer pour être le numéro 1. Oui. Puis il va avoir les concurrents. Mais si on clique sur le lien d'annonce, j'ai remarqué que par moment, je ne sais pas si c'est fréquent, il y a comme des faux sites qui vont utiliser cette pub-là, puis là, tu arrives sur le site, puis là, tu as comme une alerte de l'antivirus. Mettons, moi, il me dit, ce site-là est non sécurisé. Puis là, si j'ouvre un onglet, puis je tape le site web, finalement, de l'annonceur, du logiciel, finalement, ben j'arrive sur la bonne destination. Puis là, je me suis dit, est-ce que là, il y aurait comme comme des tentatives, entre guillemets, d'hameçonnage que les fraudeurs vont utiliser? Google Ads, ça se peut-tu? Oui, alors je sais pas si, tu sais, ton cas précis où tu as eu vraiment une adresse, c'est comme alerte, vraiment, tu sais, des choses non qualifiées. Normalement, ça peut pas arriver dans le sens où, quand tu fais de la publicité Google Ads, tu dois vérifier ton site web, il y a plein de vérifications et tout, donc un site frauduleux, Google va le refuser immédiatement, donc normalement ça doit pas arriver. Par contre, ce qui peut arriver, et c'est le principe de la libre concurrence, c'est que moi, si je suis une marque, je peux acheter le nom de mon concurrent, je peux acheter le mot-clé de sa marque à lui. La seule chose hyper importante, alors ça peut être très payant, parce que forcément, les gens qui cherchent mon concurrent peuvent être intéressés par moi, donc je vais faire en sorte de faire une belle annonce avec un bel avantage concurrentiel, puis tu sais, ça peut être vraiment payant. Mais le plus important pour que ce soit légal, c'est de pas afficher le nom du concurrent dans ton annonce. Il faut que tu mettes ta marque à toi. Tu n'as pas le droit d'utiliser l'appellation de sa marque dans ton annonce textuelle qui va s'afficher. Ça, c'est vraiment la règle hyper importante. Mais il m'est arrivé dans certains secteurs, avec certaines entreprises, qu'on ait une campagne concurrence qui nous amenait des ventes additionnelles. C'était forcément, tu payes plus cher tes coûts par clic parce que comme tu n'es pas la propre marque que tu achètes, Google le voit sur le site web, il voit pas, il détecte pas dans ton contenu de site que c'est le même nom de marque parce qu'en fait, le niveau de qualité de ta campagne se mesure entre autres par la cohérence entre le contenu de ton site web et ton mot-clé. Tu dois avoir une cohérence entre les deux. Donc, si lui, il voit nulle part le nom de ton concurrent sur ton site, que ce soit dans l'URL, dans les menus, etc., les logos, plein d'éléments de ton site web, il va dire de quoi tu me parles, t'es un peu hors sujet par rapport à ton mot-clé. Donc forcément, on va payer plus cher sur ce genre de campagne, mais ça nous aide à rejoindre une cible qualifiée. Donc ça peut arriver dans l'industrie de faire des campagnes concurrentielles. OK, mais je pensais que Google bloquait ça parce que en tout cas, où je travaillais avant, il y avait eu un cas comme ça où le mot-clé de la solution, tu sais, par exemple, qui était la solution que tout le monde connaissait, mettons. On s'est dit, on pourrait tester, voir, puis finalement, on avait reçu une alerte de Google pour dire, non, vous avez... Tu sais, comme ce que tu viens d'expliquer, finalement, là, comme le terme de recherche sur lequel tu te positionner ne fait pas partie du site web, du contenu, on refuse la publicité. Fait que je me dis, au moins, ça protège. On peut vraiment le faire. Peut-être que ça a été mal fait dans l'annonce. Peut-être ça a été utilisé à un moment donné sur même un petit élément, tu sais, s'ils l'ont écrit ne serait-ce qu'une seule fois. Parce que dans une annonce textuelle, tu as beaucoup de composants. Tu sais, tu peux mettre des liens annexes, des informations qui vont faire grandir la place de ton annonce avec des horaires, des informations de contact, des liens secondaires vers ton site. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, certainement qu'il y avait eu un petit problème de ce point de vue-là, mais les campagnes concurrence, selon certains secteurs, ça s'y prête plus aussi. Mais c'est pas super éthique quand on y pense. C'est pas super éthique. Et en fait, il y a des industries où ça se fait un peu plus que d'autres aussi, tu sais.
Donc ça dépend, on va pas le faire pour tous les clients, ça dépend vraiment du contexte, de l'industrie, de la morale, de la... Ouais. Tu sais, ça s'y prête beaucoup plus pour... je travaillais pour un site web qui revendait beaucoup d'accessoires pour les cheveux. Donc, ils vendaient du Kerastase, des plein de shampoings. C'est des revendeurs de ces marques-là. Donc, quelque part, tu sais, s'ils font des ventes, eux, ils ont comme le droit parce qu'ils vont reverser une part, j'imagine, aux propres marques. Donc, ils avaient une campagne détaillée par marque, en fait, que ce soit Kerastase, j'ai plus toutes les marques en tête, mais ils achetaient les marques parce qu'ils étaient des revendeurs finalement. Tu sais, ça peut bien se prêter, c'est encore différent, mais pour ce genre de business-là, ça a tout à fait son sens parce que tu vends ces marques-là, c'est ton catalogue est découpé de cette façon, donc tu as tout intérêt à booster tes ventes comme ça. Ben, tu sais, tu me dis ça, puis je pense par exemple au logiciel, puis je viens de comprendre pourquoi, tu sais, ben oui, il y a l'aspect contenu, mais tu sais, souvent on va... Par exemple, les logiciels, mettons Asana, je prends un exemple. Bon, Asana, les concurrents de ces logiciels-là, bon, on a Trello, Monday, ClickUp, Notion, par exemple. Puis souvent, quand on va chercher l'un, il y a les autres qui vont s'afficher comme bien commandités. Puis sur les propres sites de logiciels, souvent, tout en bas, ils vont souvent avoir des comparateurs, genre, OK, MailerLite versus MailChimp, tu sais, puis ils vont comparer. C'est peut-être une façon aussi de dire, ah ben gars, sur mon site, je parle de ces mots-clés-là parce que j'ai un comparateur. Aussi. Exact, ça très peut futé. aider. Très futé, finalement. J'ai envie de revenir un peu aux solopreneurs, en fait, qui voudraient tester. Je pense, par exemple, j'avais une cliente il y a quelques années qui elle était dans le domaine du home staging. Et elle m'avait dit, quand on s'était parlé au départ, qu'elle avait commencé à investir des petits montants sur Google Ads pour être capable de générer des appels avec des clients, donc pour ses services, puis que ça fonctionnait relativement bien, que la campagne donnait des résultats sans avoir un très gros budget. Fait que là, je sais que tu as parlé un peu de minimum par rapport au budget, mais quand on veut commencer, ce serait quoi les étapes logiques pour plonger dans l'univers Google? Oui, c'est ça. Donc, déjà, tu sais, j'en reviens à l'étude des mots-clés numéro 1, encore et toujours. Puis après, c'est déceler justement quels mots-clés on valide ou non, dépendamment de c'est quoi leur coût, puis sur quel territoire on va publiciser justement, tu sais, pour trouver le meilleur périmètre, en fait, ce qui fait le plus de sens par rapport au contexte de l'entreprise. Est-ce qu'elle a un local? Est-ce que c'est en ligne? Donc, on va vraiment trouver les paramètres déjà qui feraient du sens pour elle rejoindre sa cible. Et puis tu sais, si j'ai déjà eu un cas où la personne, elle avait un budget de $430 par mois, tu sais, je fais ouf, ça va être un peu difficile. En fait, on a réussi à faire quelque chose de très qualifié parce que déjà sa zone, on a ciblé petit, les mots-clés étaient très qualifiés, tu sais, puis elle était vraiment, en plus elle avait un bon contexte où elle se démarquait de la concurrence. Dès lors que tu as un avantage par rapport à tes concurrents, tu sais, déjà tu pars bien parce que tu as identifié ce qui te diversifie, tu dois le mettre en avant, etc. Tout ça, ça joue. Donc en fait, on a réussi à cibler des mots-clés avec des volumes de recherche qui n'étaient pas exponentiels, qui étaient dans une zone très limitée. On a fait vraiment de la qualité, là, très resserrée. Et comme elle avait une belle offre, un beau site web, enfin voilà, tout était réuni finalement. T'as pas besoin d'aller chercher beaucoup de volume tant que tu vas chercher des personnes qualifiées là, qui ont besoin de toi. Puis ça s'y prête encore plus quand c'est, on disait tout à l'heure, l'exemple du local. Tu sais, j'ai beaucoup de studios de yoga, massothérapeutes, acupuncture, etc. C'est des personnes qui pratiquent et qui ont parfois une localité, en fait, qui est importante parce qu'ils reçoivent des gens dans leur cabinet, etc. Ouais. Ben, en fait, comme tu es hyper précis, qualifié, tu réduis fortement tes coûts. Donc, tu investis de l'argent uniquement sur des mots-clés. Tu sais, quelqu'un qui cherche rendez-vous massothérapeute ou massothérapeute près de chez moi, quelque chose comme ça, dans un périmètre bien défini. Tu sais, la personne, c'est un peu comme, pas comme le plombier, mais presque. Quelqu'un qui a vraiment besoin d'un massage ou d'un physio ou quelque chose parce qu'il a un besoin à court terme, physique. Bah, tu sais, il veut juste prendre rendez-vous, là, puis trouver quelqu'un à aller voir cette semaine ou la semaine prochaine, un professionnel qui va l'aider. Ouais. Donc, finalement, tu sais, moi, je pense que tout est possible. C'est certain que plus le budget est petit, plus ça va être compliqué de faire suffisamment de volume pour avoir des résultats. Tu sais, le 50 clics par jour avec un budget, là encore, ça dépend du coût par clic, mais c'est ça. 450 par jour, si tu divises par mois, si tu divises par jour, ça fait un très petit budget. Donc, il faut essayer de ventiler ce budget du mieux possible. Mais voilà, ça s'étudie en fait. Ça s'étudie vraiment. Puis moi, tu sais, avec mes clients, je préfère lui dire, écoute, il y a là le potentiel, il est peut-être là, mais ton budget est beaucoup trop
petit pour qu'on ait des résultats, tu sais, je suis complètement ouverte à le dire parce que ça vaudra pas la peine en fait. Donc, mais il y a beaucoup de possibilités. Puis je pense que c'est vraiment du cas par cas. Et que voilà, des solopreneurs, etc., bah, faut pas se dire, bah, c'est mort pour moi parce que j'ai pas 2000 $ par mois à dépenser. Tu sais, il faut vraiment aller étudier dans ton périmètre, dans ton contexte, sur ton marché, sur ces mots-clés-là, qu'est-ce que ça va donner pour toi. Et j'adore faire ça parce que, tu sais, la réponse va être différente pour chacun, là. Ça dépend tellement. Ouais. Tu disais aussi, tu sais, au départ, c'est très mathématique. Puis j'ai même envie d'amener aussi la perspective il y a aussi des maths à faire en amont, à savoir, ben, l'offre que tu vends ou le produit que tu vends, ben, combien il coûte, tu sais, dans le sens, combien ton client, si ça te coûte, je sais pas, moi, 25 acquérir un lead, tu sais, une vente, je veux dire, un client, mais que c'est des produits à 10 puis que tu fais 40% de marge dessus, clairement, là, t'es pas gagnante avec ta pub. Tout ça se prévoit, puis on est capable de... Tu sais, souvent, je demande... Alors, c'est rare, malheureusement, que les personnes ont ces données-là, mais quand tu es capable... Par exemple, tu as une page de vente ou une prise de rendez-vous, etc., tu as tes statistiques de la taux de conversion de la page. Oui. Déjà, c'est un excellent départ parce qu'on peut faire des projections, de se dire, si je te ramène X nombre de clics, que ton taux de conversion est celui-ci, ou un peu plus ou un peu moins, tu sais, on peut faire des scénarios, alors on peut estimer que tu auras autant de rendez-vous pour autant de coûts. On va faire un coût pur, on va plus estimer un coût par clic, on va estimer un coût par rendez-vous, un coût par conversion, un coût par vente. Ouais. Comme ça, on est capable de dire, tu sais, mon client, il peut dire, bah là, si la vente ou le contact me coûte plus de 60 $, ça va pas, je perds mon argent. Au moins, quand tu lances tes campagnes, t'es capable de t'affiner. Puis il y a plusieurs moyens de réduire ton coût d'acquisition, ce qu'on appelle le coût d'acquisition, donc coût par conversion ou coût par lead, par exemple. C'est que soit tu augmentes ton taux de conversion, donc tu retravailles ta page pour que ça convertisse mieux, si on sait qu'on va chercher les bonnes personnes. Donc automatiquement, avec un même budget, tu vas faire plus de conversions, donc ça va réduire ton coût par conversion. Ou alors tu peux diminuer ton coût par clic en allant changer des mots-clés, enfin tu sais, trouver des mots-clés moins coûteux. Affiner, comme tu parlais. Ou ton niveau de qualité dont on parlait tout à l'heure, il commence à payer, puis ton coût par clic diminue. Dans ce cas-là, tu vas réussir à faire plus de clics avec un même budget. Et donc, plus de clics, ton taux de conversion est stable, bah, tu vas faire plus de conversions. Tu sais, il y a des règles un peu mécaniques comme ça. Je sais que j'ai formé beaucoup de personnes, que ce soit en interne, en entreprise ou par la suite en donnant des formations. Et c'est des mécaniques que moi, j'ai même eu du temps au début de mon expérience professionnelle quand je me suis formée à Google Ads. Après, c'est des automatismes. Tu sais que c'est par effet de levier. Tu sais, si tu baisses cet indicateur, ça va augmenter l'autre, etc. Donc, il y a plein de mécaniques comme ça dans les optimisations de campagne que moi, c'est inné, mais je sais que c'est, tu sais, au début, il faut réfléchir, dire, ah oui, alors si je baisse le CPC ou si j'augmente mon taux de conversion, là, ça va faire ci, ça va faire ça, tu sais, il y a une petite gymnastique que j'essaie de, tu sais, à choper, là. Ben, c'est ça. Puis là, je t'écoute et ma question, c'est, OK, mais est-ce qu'un solopreneur ou, tu sais, peut faire ça, peut y arriver seul, vu ton grand bagage d'expérience? Qu'est-ce que tu aurais à, tu sais, à proposer? Je te dirais que effectivement, tu sais, Google Ads, ça peut paraître compliqué, mais je pense que ça devient aussi de plus en plus compliqué à mesure que tu as de plus gros budgets et de plus gros volumes parce que tu rentres dans des règles mathématiques, tu joues plus avec les algorithmes aussi et tu développes aussi une espèce d'intuition. Tu sais, c'est marrant, mais chaque professionnel gestionnaire Google Ads a sa propre patte, à ces petites choses parce qu'il a développé une certaine intuition. Tu sais, des fois, quand je formais des personnes, je dis, bah là, je ferais comme ci. Puis je dis, comment je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris cette décision? Tu sais, tu te remets un peu en question. Je fais, bah, en fait, c'est des expériences que tu as faites, et tu as un ressenti. Tu sais, ça, c'est très difficile à qualifier, à percevoir. Mais ça, tu sais, c'est vraiment l'expérience. Mais dans un solopreneur comme ça, moi, j'ai des cas qui vont rassurer beaucoup d'entre vous qui nous écoutez certainement. C'est que j'ai lancé donc des solopreneurs, par exemple, une professionnelle en acupuncture. On a lancé ses campagnes. Elle voulait faire un suivi, je recommande les 3 mois là pour tester. Puis elle s'est dit, on va déjà tester 1 mois, voir ce qui se passe. Puis on a eu des résultats très rapidement, donc là on est content. Ça a vraiment performé sur le premier mois, prise de rendez-vous, etc. Mais là encore, sa campagne, elle est tellement qualifiée dans le sens où elle s'amuse pas à trouver des mots-clés secondaires, etc. C'est des rendez-vous, acupuncture, trouver une acupuncture, prendre rendez-vous. T'as pas à tergiverser sur est-ce que je cible les bonnes personnes ou pas. La personne, elle cherche un professionnel en acupuncture dans la zone 5 km autour de chez elle. Tu vas pas beaucoup
retravailler tes mots-clés, te poser des questions, faire des exclusions. À un moment donné, t'en as plus à faire parce que les mots-clés sont extrêmement qualifiés. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'à la fin du mandat, je peux la sensibiliser, la former en fait à lire ces données. Puis je lui donne les principaux, ne serait-ce que par exemple, tu as 2-3 KPI pour suivre ta visibilité, ton taux d'impression sur le moteur de recherche. Par exemple, s'il est de 10%, c'est assez faible, ça veut dire que sur 100 personnes qui cherchent ton mot-clé, tu es visible 10 fois sur 100 en moyenne. Donc là, tu te dis, j'ai 90% où je suis pas visible, c'est peut-être les autres. Tu sais, tu vas vérifier que tu es visible ou pas beaucoup, peu, etc. Puis après, tu vas vérifier justement ton taux de clic, est-ce qu'il a varié ou pas, est-ce que ton message est le bon. Tu sais, il y a comme plusieurs, je transmets une petite méthodologie là, des principaux KPI pour savoir est-ce que je suis visible, est-ce que mon annonce, les gens s'appelaient, est-ce qu'ils cliquent, et qu'en est-il de mes conversions? C'est quoi mon taux de conversion? Ça me coûte combien par conversion? Une fois que tu as ces 3 choses, là, ces 3 thématiques de KPI, je te dirais visibilité, engagement, conversion, tu sais, tu es capable de lire tes campagnes, puis si on est dans un périmètre extrêmement précis comme ça, tu as moins de mouvement, tu as moins de réflexion à avoir tout le temps. Il faut juste comme surveiller, que ça fait toujours bien du sens. Si tu veux faire des petits tests, etc. Des fois, je fais du coaching plus one-one pour, pas l'abandonner, mais plus elle se pose des questions, on voit ensemble ce qu'on peut faire pour pas, faut pas non plus laisser tourner les campagnes sans s'en occuper. Le trafic est vivant, évolue tout le temps. Donc, on maintient les chiffres, mais au moins, je peux donner une espèce de mise en route là pour que la personne puisse comprendre au moins ses campagnes, qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est le meilleur contexte là quand on est dans des campagnes très précises, très qualifiées comme ça, très maîtrisées. Il y a moins tous ces enjeux, comme j'expliquais, on peut avoir des gros budgets, différents types de campagnes, la mesure, les algorithmes, c'est comme plus poussé. Effectivement, puis tu sais, par rapport par exemple à l'exemple que tu donnes à l'acupuncture, est-ce que ce serait intéressant / stratégique de miser des termes sur, par exemple, les symptômes qui amènent à consulter, ou on y va vraiment direct comme, OK, non, la personne recherche un acupuncteur, donc on se concentre là-dessus? C'est ça, ça dépend vraiment de la stratégie et surtout du budget, parce que si on va chercher des symptômes, on va créer, alors soit un groupe d'annonces à l'intérieur de la campagne, mais souvent, ce qui se passe, c'est que comme acupuncture ou professionnel ou rendez-vous acupuncture, etc., va être plus recherché parfois, comme si tu as déjà fait la pub là-dessus, ton groupe d'annonces à l'intérieur de la campagne, donc ton nouveau groupe de mots-clés liés aux symptômes, il va peut-être moins difficilement partir, générer des impressions, des clics, parce que l'autre groupe d'annonces aura plus de data. Donc des fois aussi, on aimerait avoir un budget séparé, un budget pour acupuncture, un budget pour les symptômes, comme ça, si tu peux piloter, d'investir plus sur tel ou tel groupe de mots-clés. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que si tu crées une deuxième campagne, tu dois définir un deuxième budget. Tu divises par 2 finalement un petit peu ton budget. Si tu voulais pas dépasser les $30 par jour, ça fait 15 et 15 chacun. Forcément, tu vas faire moins de volume, tu vas être moins visible, tu donnes moins de chance, en fait, tu donnes moins de pouvoir à ton groupe ta campagne. Peut-être y aller avec le blog, finalement. Ouais, ça dépend vraiment des stratégies. Ouais, si une cliente, elle a un budget plus important, ça devient intéressant, effectivement, d'y aller sur les symptômes. C'est quelque chose qui va être dans l'entonnoir, plus le milieu, là, la personne, elle ou même voir, le haut du tunnel, où elle a pas encore pensé à la solution de l'acupuncture. Peut-être elle connaît pas, mais elle va taper son symptôme. Et là, c'est comme plus, je veux pas dire dangereux non plus, mais c'est loin moins dans le voilà. Donc, ça. la conversion, elle va, si la personne, elle était pas prête à prendre un rendez-vous et encore moins d'aller voir une acupunctrice, il va falloir un petit temps de réflexion pour qu'elle convertisse, tandis que rendez-vous acupuncture ou acupuncture Montréal, tu cherches un professionnel, donc t'es plus c'est ça, c'est comme plus facile d'y aller, par exemple, avec les réseaux sociaux, l'organique, de sensibiliser à, OK, voici tel symptôme, l'acupuncture peut être une solution, c'est ça, tout ça fait partie de, moi, ce que j'appelle l'écosystème de contenu. Fait que, le contenu, ça fait aussi, pour moi, partie, la publicité en fait partie, en fait. Puis c'est que, tout ça soit une belle danse qui permette justement d'aller chercher les bons clients, là, ceux qu'on veut vraiment cibler. Puis, encore une fois, un seul mot, c'est stratégie. Là, ça, au cas par cas, dépendamment le budget idéal que l'entrepreneur a, moi, je fais des recommandations sur t'es mieux d'y aller avec tel type de mots-clés ou OK, on va faire 2 thématiques, on va faire 2 campagnes. Faut vraiment penser la stratégie selon les données qu'on a, selon là où on veut aller, puis on fait ce qui fait le plus de sens à l'instant T, finalement.
Exact. Puis tu as parlé beaucoup de l'importance de la recherche de mots-clés et je sais que tu as un bel outil à partager avec nous en terminant. Est-ce que tu veux Oui, nous en dire un peu plus sur cet outil-là? oui, oui, en fait, on mettra dans le lien là, le lien dans l'épisode, Oui. j'imagine. C'est un cours gratuit de 4 vidéos. Là, c'est vraiment pas très long, mais ça montre la recherche de mots-clés dans l'outil Google Ads. En fait, faut juste vous inscrire sur Google Ads, puis on tape googleads.com par exemple sur Google, puis on se connecte. Alors en général, quand on a une adresse Google déjà, Gmail, etc., c'est comme facile parce qu'on reprend les identifiants de votre messagerie, par exemple. Et Mhm. une fois que vous atterrissez dans la campagne Google Ads, il y a l'outil qui s'appelle le planificateur de mots-clés. Et là, on est capable de taper des mots-clés, tout ce qui nous vient en tête, et on fait OK. Puis là, on a une projection en fait des recherches mensuelles dans un territoire donné. Vous pouvez changer, mettre une ville, mettre le Québec, mettre un autre pays, tout ce que vous voulez. Vous voyez le nombre de recherches mensuelles. Et sur la droite, vous avez une autre colonne avec le coût moyen du clic sur le marché. Donc, ça vous donne une idée de est-ce qu'il y a beaucoup de recherches ou pas. Donc, des fois, tu sais, c'est vraiment d'aller chercher des échelles. Est-ce qu'il y a 10 000 personnes qui recherchent mon mot-clé? Est-ce qu'il y en a 1000? Déjà qu'il y en a 1000, tu sais, ça devient intéressant. S'il y en a comme 10, 30, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher du volume. Mais au moins, je vous montre vraiment comment utiliser le planificateur de mots-clés, puis juste au moins voir combien de personnes recherchent vos mots-clés dans un territoire donné, puis quel est le CPC, le coût moyen de ces mots-clés. C'est sûr que de nos jours, les mots-clés sont de plus en plus chers parce que, voilà, c'est la L'offre et la tendance, demande, hein? l'offre et la demande. Et puis si vos mots-clés sont très concurrentiels, ce sera plus cher. Mais fut un temps où des mots-clés d'un CPC de 1 dollar existaient. Alors, je dis pas que ça n'existe plus, loin de là. Ils sont plus Mais nichés. voilà. Mais quand même, là, ça peut aller 2, 3, 4, 5. Là, ça devient plus compliqué après. Mais tu sais, au moins, voyez un petit peu combien ça vous coûterait. Mais voilà, l'outil vous permet d'avoir ces premières données pour au moins valider si il y a beaucoup de personnes qui recherchent vos produits et services sur Google. Donc, Ça on pourrait être mettra le lien. aussi utilisé en même temps comme opportunité pour son SEO. Oui, tout à J'imagine, tu fait. sais, c'est la même donnée de recherche Ben, que... c'est ça, exactement. L'outil, c'est intéressant quand on a le coût par clic, mais finalement, ça reste valable pour, tu sais, le nombre de recherches mensuelles, il est là. Donc, que ce soit que vous vouliez le cibler grâce au SEO en optimisant une page dédiée pour ce mot-clé-là, le nombre de recherches est là mentionné. Donc, ça peut être utile pour beaucoup de choses, ouais, pour clarifier des termes, quels termes sont utilisés par notre cible, tout simplement. Tu sais, que ce soit pour créer du contenu ailleurs. Si, tu sais, tu sais, c'est le seul exemple qui me vient, c'est peut-être pas très concret, mais formation Google Ads, cours Google Ads, est-ce qu'on appelle cours ou est-ce qu'on dit plus Oui. formation? Tu sais, c'est des Ah, mon variables Dieu, comme oui. ça qui sont J'en aurais long importantes. à dire. Ça va un épisode. Parce que je travaille avec... Programme. Oui, c'est ça. Puis je travaille avec Marie-Hélène, en tout cas, avec qui je travaille depuis longtemps sur mon site web. Puis on a le projet de refaire le SEO parce que, Ouais, bon, les objectifs d'entreprise ont changé, le type de service et tout ça. Puis là, tu sais, des fois, c'est challengeant entre le vocabulaire que mhm, moi, j'ai envie d'utiliser pour me, pour, tu sais, comme pour parler de mes services et de ce que je fais, exact. versus ce que les gens recherchent, tu sais. Puis que des fois, ça donne lieu à des... OK, toi, tu voudrais que j'utilise le mot formation. Je comprends, j'entends l'opportunité, mais comme, c'est pas tout à fait ça, mais ça pourrait être vu comme ça. Puis là, ben, Ouais, ça, c'est toujours là, c'est qu'est-ce qu'on veut. On c'est peut un plaire à dilemme. Google et aux recherches. Ouais, Ouais, c'est ça. ah, je comprends. Beau dilemme. Ce sera un autre épisode là-dessus, mais merci vraiment pour la belle discussion. C'était super enrichissant. Je pense que ça répond à beaucoup, beaucoup de questionnements qu'on a. Puis j'invite les gens à aller consulter ton petit cours gratuit sur la Mhm. recherche de mots-clés. Puis aussi, ben, sachez que tu offres aussi une formation pour apprendre à créer soi-même, gérer ses campagnes Google Ads. Si Ouais. ça vous a donné le goût de vous tremper l'orteil, d'essayer, puis c'est peut-être une belle opportunité, là. Donc, tous les liens pour rejoindre ton univers seront dans les notes de l'épisode. Super. Puis je reste disponible si vous voulez me contacter sur les réseaux. Je suis sur Instagram, mais plus active ces derniers temps. J'essaie de développer ma présence sur LinkedIn. Donc ça peut être aussi cet endroit-là. Mais n'hésitez pas à me poser des questions parce que je sais que c'est un vaste sujet qui est très inconnu pour beaucoup Oui. d'entrepreneurs. Puis même si on se forme ou même si on essaie des choses, il y a comme c'est tellement vaste, ça peut lever beaucoup de questions. Je serai disponible pour vous éclairer. Super, ben c'est très gentil. Fait qu'un énorme, énorme merci d'être Merci à toi, venu Mélanie. Ça me discuter fait vraiment avec moi. plaisir. Ben, pareillement. Bye tout le monde. Bye.